Merci à vous d'être là. Donc, ce soir, au cours de ce webinaire, je vais essayer de parler de connaissance et de maîtrise des émotions parce que, évidemment, la thématique, c'était, évidemment, avant de manager les autres, il faut d'abord apprendre à se manager soi-même. Et c'est en fait un principe qui existe depuis l'Antiquité, hein, chez beaucoup de sages et même chez beaucoup de grands leaders. Ils ont avancé cette idée qu'il fallait d'abord apprendre à se gouverner soi-même avant d'apprendre à gouverner les autres. Et c'était notamment l'éducation qu'on essayait de donner aux princes. Vous avez toute une littérature au Moyen-Âge qui s'appelle les Miroirs des princes. C'est des ouvrages pour éduquer les princes à se gouverner d'abord eux-mêmes avant d'apprendre à gouverner les autres. Donc cette idée qu'il faut d'abord, évidemment, apprendre à se gouverner soi-même, et notamment ce que l'on appelait avant des passions, gouverner ses passions, et qu'on appelle maintenant les émotions, parce qu'évidemment, ce sont nos émotions qui nous font sortir de nos gonds, qui nous font perdre le contrôle et la maîtrise de nous-mêmes. Et donc, essentiellement, quand on parle d'apprendre à se maîtriser, c'est de maîtriser ses émotions dont on parle. Et ça passe par, évidemment, en amont, la connaissance de soi. Alors, en fait, donc, ce que je vais vous présenter s'inscrit dans ce courant qui est né maintenant il y a 25 ans, avec l'ouvrage séminal de Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle, pourquoi le QI est plus important, pourquoi le QE, pardon, le quotient émotionnel est plus important que le QI. C'est un peu le début de cette effervescence autour des émotions et notamment de son application dans le monde des organisations, le monde des entreprises. Et le modèle que j'ai développé s'inscrit un peu dans cette lignée-là, même s'il essaye de renouveler un peu l'approche des émotions. Voilà, je dirais que c'est une intelligence émotionnelle 2.0, un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est une intelligence émotionnelle qui essaye d'aller un peu plus loin dans la compréhension des émotions. Alors, comme je le disais, apprendre à se manager, à se gouverner soi-même, ça renvoie, vous voyez, donc alors ces 4 facultés de l'intelligence émotionnelle, donc qui sont donc connaissance de soi et maîtrise de soi, donc 2 facultés intrapersonnelles. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Si vous pouviez couper votre micro le temps de ma présentation. Après, on aura un temps d'échange, donc mais parce que là, j'entends un bruit parasite. Je pense que quelqu'un a dû laisser son micro ouvert. Merci d'avance. Donc, il y a 2 facultés intrapersonnelles dans l'intelligence émotionnelle, connaissance de soi et maîtrise de soi sur le plan émotionnel. Et c'est donc de celle-ci dont on va parler essentiellement ce soir. Et puis, évidemment, il y en a 2 autres, connaissance des autres et influence des autres sur le plan émotionnel. Et la plus importante de ces 4 facultés, c'est la connaissance de soi. Ça, il y a un consensus, c'est notamment ce que soutient Daniel Goleman, c'est que évidemment, pour apprendre à se maîtriser, il faut d'abord se connaître. Et une fois qu'on apprend à se connaître et on apprend à se maîtriser, il est beaucoup plus facile d'apprendre à connaître les autres, parce que quand on sait mieux comment on fonctionne, en général, on peut transposer ce que l'on observe en soi sur les autres. Et évidemment, après, on peut essayer de les influencer. D'où le fait que il faut, et ça sera la première partie un peu de ma présentation, il faut apprendre à mieux se connaître pour pouvoir après mieux agir sur soi. Et pour apprendre à mieux se connaître, je dirais qu'il faut apprendre à examiner l'effet d'un certain nombre d'émotions sur soi et l'influence que certaines émotions ont sur soi. Alors, dans le modèle Homo Emoticus, on insiste sur 4 émotions, et ces 4 émotions sur lesquelles on focalise un peu l'investigation et l'exploration intérieure. D'abord la peur. Bon, ça ne vous surprendra pas que pour bien se connaître, il faut connaître ses peurs. Et il faut savoir comment la peur nous fait perdre le contrôle de nous-mêmes ou peut nous inhiber, peut effectivement nous faire agir d'une manière plutôt qu'une autre. Donc la peur, mais c'est une émotion en général que, en tout cas, on a facilement l'occasion de reconnaître. Excusez-moi, je crois que quelqu'un se connecte, voilà. Donc, la peur, ce sera donc le premier champ d'investigation, je dirais, de l'exploration et de la connaissance de soi, parce qu'elle amènera effectivement à essayer de maîtriser ses peurs. Le deuxième champ important, c'est l'envie. L'envie dans le sens courant de jalousie, pas de sens de désir. Hein. Donc, voilà, c'est la tristesse du bien d'autrui. Ça, c'est la deuxième émotion
Il faut connaître ses envies, il faut savoir de qui on est envieux, de qui on jalouse, parce que l'envie au sens de jalousie, nous amène à avoir des comportements parfois assez irrationnels et nous amène à avoir même des comportements de mauvaise foi. Enfin, il y a beaucoup de défenses psychologiques qui viennent avec l'envie. Donc, c'est une émotion très complexe et c'est vraiment une émotion qu'il faut bien connaître et pour pouvoir l'explorer en soi et se rendre compte où sont nos zones grises, nos zones sombres relatives à l'envie. Alors, on a vu 2 émotions négatives et puis la troisième, c'est l'admiration. L'admiration, là aussi, connaître ces admirations, ce qui nous émerveille, ce qui nous met dans des états contemplatifs, ce que l'on trouve beau, en fait, hein, c'est ce que l'on va voir. C'est évidemment très important aussi parce que ça peut être aussi une émotion qui va nous aider à dépasser des émotions négatives, nous permettre de revenir à des émotions positives. Et la quatrième, c'est la gratitude. Et là aussi, connaître ces objets de gratitude, ce qui est pour nous source de dons. Alors, pourquoi ces 4 émotions plutôt que certains d'entre vous ont certainement peut-être soit lu des choses sur les émotions, soit même suivi des formations sur les émotions. Pourquoi celles-ci plutôt que d'autres? Parce qu'elles sont à ce que j'appelle les 4 points cardinaux de l'existence. C'est-à-dire que ces émotions sont reliées à des phénomènes qui révèlent ces 4 points cardinaux de l'existence. La peur est étroitement liée au danger. Pour qu'il y ait peur, il faut qu'il y ait un danger, en tout cas subjectivement, et elle révèle la mort, l'existence de la mort. Oui, effectivement, quand un danger se présente, je vais peut-être mourir, c'est pour ça que j'ai peur. Décidément, excusez-moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui Donc ça, c'est un premier point cardinal de l'existence dont il faut pouvoir explorer. Le deuxième, c'est justement celui relatif à l'envie. L'envie s'active au contact d'un obstacle. Et dans obstacle, j'entends toute forme de contrainte, d'adversité, de privation. Et donc, quand on découvre, on est comment dirais-je, soumis à des privations, on rencontre le phénomène de la limite. On rencontre ses limites. On se rend compte que malheureusement, nous sommes des êtres limités. Nous ne pouvons pas tout et nos désirs, en général, excèdent nos capacités. Donc ça, c'est un deuxième point cardinal important de l'existence qui nous met dans un rapport de privation et qui nous fait souffrir. La peur, c'est un rapport de destruction. Et puis, vous avez, par rapport à l'admiration, l'admiration s'anime au contact d'une perfection ou d'une qualité, en tout cas subjectivement, que nous trouvons parfait ou de qualité, et nous découvrons l'existence de la beauté et que le monde fourmille de beauté. Et enfin, un quatrième pôle, et non des moindres, enfin, c'est vraiment le pôle nord de la boussole émotionnelle que je vous propose, c'est l'amour. Et l'amour se révèle à travers le phénomène du don qui active l'émotion de la gratitude. Et un don étant tout bien reçu de quelqu'un gratuitement, sans contrepartie. Donc on arrive, si vous voulez, c'est pourquoi c'est ces 4 phénomènes-là qui sont essentiels à pouvoir à la fois détecter dans son entourage, à savoir activer ou désactiver dans sa vie émotionnelle. Savoir comment cultiver l'admiration, comment cultiver la perfection, comment cultiver la beauté, comment cultiver le don, cultiver la gratitude, l'amour. Évidemment, c'est les 2 pôles positifs de notre vie émotionnelle. Et comment pouvoir diminuer, réduire autant que possible, parce que c'est évidemment impossible de totalement éradiquer ou abolir ses peurs ou ses envies, mais au moins essayer d'en minimiser, d'en réduire l'intensité. C'est tout le travail qu'on essaye de faire à travers le modèle Homo Emoticus. Autrement dit, vous voyez, on parlait de connaissance de soi, maîtrise de soi. Dans le modèle Homo Emoticus, ce qu'on essaye d'apprendre, c'est justement à connaître ses peurs, ses dangers, donc, ses envies, ses obstacles. Et les obstacles, c'est bien souvent d'ailleurs des personnes hein, qu'on appelle des rivaux. Voilà, c'est des gens qui nous font obstacle, qui nous font de l'ombre, qui prennent un peu trop la lumière ou qui nous prennent les places qu'on voudrait occuper. Et ça, c'est aussi important de connaître qui sont les personnes qui suscitent en nous l'envie.
Et sur le plan positif, comment connaître ses admirations, quelles sont, et c'est là c'est découvrir tout son sens esthétique en fait, hein, tout ce qui est source d'émerveillement pour nous parce que ça recèle une certaine beauté, et évidemment quels sont les dons dans notre vie, et là c'est évidemment toute l'éthique, toute notre éthique qui est engagée. Et ça veut dire que se maîtriser émotionnellement, c'est essentiellement savoir diminuer ses peurs et ses envies et amplifier son admiration et sa gratitude. C'est ça qu'on essaye de faire avec le modèle Homo Emoticus. Et évidemment, pouvoir être capable de faire le même travail chez les autres, donc connaître, percevoir quelles sont les peurs et les envies des gens, mais aussi leurs sources d'admiration, leurs sources de gratitude, et pouvoir, là aussi, les influencer en essayant de diminuer leurs peurs et diminuer leurs envies, et d'amplifier leur admiration et amplifier leur gratitude. Voilà, si vous voulez, ce que le cadre à la fois d'analyse et d'action que propose le modèle Homo Emoticus pour essayer de réguler justement sa vie émotionnelle. Alors vous me direz, mais que fait-on Alors, la mesure de l'intelligence émotionnelle, alors moi personnellement, je ne suis pas favorable à tous ces tests de quotient émotionnel. Je suis assez sceptique sur la valeur de ces tests. Néanmoins, j'insiste sur 4 variables un peu de proxy ou d'approximation, si vous préférez, pour essayer de saisir si quelqu'un, ou si vous-même d'ailleurs, avez une bonne intelligence émotionnelle. Je dirais qu'une première qualité qu'en général les gens qui ont une bonne intelligence émotionnelle ont, c'est l'optimisme. L'optimisme, ça veut dire, c'est justement la capacité à rebondir vers des émotions positives en dépit de tout ce qui nous arrive, en dépit de l'adversité. Comment, c'est évidemment toujours ce fameux principe, être capable de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, être capable d'espérer, être capable de voir l'avenir sous un jour d'espoir, plutôt qu'évidemment le voir sous un jour sombre. Et les gens optimistes sont capables de revenir vers les émotions positives. Et justement, l'optimisme peut se cultiver, et notamment par l'admiration et par la gratitude. La deuxième faculté, je dirais, la deuxième variable de proxy, d'approximation de son intelligence émotionnelle, c'est la patience. Les gens patients, et les patients, vous voyez, il y a pathos dedans, il y a souffrance, c'est est-ce que j'arrive à endurer la souffrance sans entrer dans des émotions négatives, et notamment dans la colère, par exemple, l'irritation, la colère. Donc les gens patients, en général, sont des gens qui arrivent à subir des situations critiques sans entrer dans des émotions négatives, et notamment une émotion qui est très, très dommageable dans les relations humaines, qui est la colère. Donc, les gens patients sont aussi, on peut soupçonner que ce sont des gens qui arrivent à bien maîtriser leurs émotions. Les gens doux, ce sont justement les gens qui ont le sens, la délicatesse de ne pas avoir des attitudes ou des paroles qui pourraient blesser les autres. Donc, la douceur, c'est l'inverse de la dureté, c'est l'inverse de la sévérité. Et donc, c'est des gens qui ont déjà internalisé ce souci de ne pas heurter les personnes et avoir le souci justement de l'impact émotionnel, être donc déjà très empathique vis-à-vis des autres et être suffisamment empathique pour faire preuve de douceur, dire les choses avec tact, avec délicatesse, avec douceur, avoir une attitude douce. C'est évidemment donc des gens qui, en général, évidemment, se mettent rarement en colère, puisque, évidemment, la douceur est déjà, effectivement, une vertu, au même titre que la patience, un habitus, si vous voulez, c'est-à-dire une disposition du comportement acquise qui permet de réguler sa colère. Et d'ailleurs, si on veut travailler sa colère, ce sont deux habitus, deux dispositions du comportement à acquérir, c'est travailler sa douceur et travailler sa patience, au même titre qu'il faille travailler son optimisme. Et enfin, quatrième qualité, la sagesse. La sagesse, dans les différentes définitions, renvoie toujours, en général, comme le jugement de Salomon, Salomon qui était très sage, c'est celui qui est capable de discerner l'envie, discerner les sources donc de mal et de haine, et notamment chez les autres. Donc, mais bon, je suis obligé d'aller un peu vite sur ces. Disons que là, c'est ce que je vous invite déjà, même de vous donner une note de 0 à 10 sur ces 4 qualités et de voir si effectivement vous n'êtes pas très optimiste, vous êtes plutôt impatient, vous êtes dur et vous êtes plutôt intempérant
dans vos désirs, effectivement, il y a des chances que vous ayez du mal à réguler vos propres émotions. Alors, après la palette des émotions, et là je vais passer un peu vite, parce que j'aimerais aller vers j'aimerais ne pas parler trop longtemps pour pouvoir vous laisser l'occasion éventuellement réagir et me poser des questions. Évidemment, donc vous voyez, on a insisté sur 4 émotions que peut-être certains d'entre vous n'ont pas souvent entendu évoquer dans des discours sur les émotions ou même des formations sur les émotions. En général, quand on parle des émotions, on parle de ces émotions-là. Tristesse, joie, dégoût, colère, peur, surprise, mépris. Ce sont les émotions dites universelles parce que les expressions faciales sont universelles, c'est-à-dire qu'elles sont les mêmes quelle que soit la culture. Et donc, on considère que c'est une liste assez fiable d'émotions d'émotions de base. Maintenant, évidemment, elle est insuffisante. Elle est insuffisante pour rendre compte de toute la vie émotionnelle de quelqu'un. Et le modèle Emomoticus fournit plutôt une grille de 16 émotions avec les 4 émotions dont on a parlé qui sont prioritaires. Vous voyez là, elles ont des 4 icônes en couleur, gratitude, admiration, envie, peur. Mais il y a aussi 12 autres émotions qui sont secondes dans le modèle Homo Emoticus et qu'il faut avoir comment dirais-je, il faut avoir en tête hein, quand on analyse sa vie émotionnelle et qu'il faut comprendre et analyser. Alors, il y a 8 émotions qui nous mettent toujours en position haute vis-à-vis des autres, donc mépris, colère, orgueil, vanité, pitié, dégoût, indignation, joie. Et puis, vous avez ces 4 émotions dont on a parlé qui sont des émotions qui nous mettent en position basse, c'est-à-dire que quand on les ressent, on est en position basse vis-à-vis des autres. C'est pour ça que je les appelle les émotions de l'infériorité. Mais 2 se vivent très bien, l'admiration et la gratitude, alors que 2 autres se vivent évidemment très mal quand on envie quelqu'un ou quand on le craint. Et puis il y a 4 autres émotions qui nous mettent en position basse, la tristesse, la jalousie, la honte et la culpabilité. Et donc c'est ces 16 émotions, à mon avis, qu'il faut pouvoir reconnaître, qu'il faut comprendre et qu'il faut pouvoir analyser en soi pour pouvoir mieux se connaître. Je vous donnerai un exemple de quelqu'un qui était dans un COMEX et qui m'expliquait que dans une réunion d'un COMEX, donc, on lui a posé une question et il ne connaissait pas la réponse, mais au lieu de dire qu'il ne connaissait pas la réponse, il a cherché à inventer une réponse. Et évidemment, sa réponse est tombée complètement à plat et évidemment, tout le monde a très très mal réagi. Il y a eu des moqueries, il y a eu des sarcasmes, et évidemment, il s'est senti très mal. Et ce qu'il m'a dit, je me suis senti coupable. Et en fait, la question était de savoir est-ce que c'était de la culpabilité, l'émotion qu'il était en train de ressentir, ou plutôt de la honte. Vous voyez, par exemple, ça c'est un exemple de confusion qu'on peut faire. Est-ce qu'on est dans la culpabilité? Est-ce qu'on est dans la honte? Là, c'était plutôt la honte, puisque c'est s'exposer au regard, c'est exposer une imperfection de soi au regard des autres, et c'est typiquement ce que fait la honte, c'est le regard des autres qui se porte sur nous et qui voit chez nous une imperfection, et donc ce n'était pas de la culpabilité, puisque évidemment, il n'avait rien fait de mal. Donc, vous voyez, parfois même, on peut s'auto-diagnostiquer, on peut faire des erreurs dans son auto-diagnostic. Et déjà, si on ne met pas les bons mots sur les états émotionnels que l'on vit, évidemment, ça ne va pas forcément nous aider à nous en défaire. Tout ça pour dire qu'il faut avoir une grammaire émotionnelle et que la grammaire émotionnelle du modèle Emomoticus, c'est 16 émotions. Alors, évidemment, là, je ne vais pas avoir le temps d'expliquer tout ce diagramme, mais parce que finalement, il faudrait évidemment, ça demanderait toute une formation. Ce que je veux uniquement vous montrer à travers ce diagramme, c'est comment les émotions se causent les unes les autres. Et là, ce que vous voyez, vous avez nos 4 phénomènes, danger, obstacle, perfection, don. Vous avez nos 4 émotions, peur, envie, admiration, gratitude. Et vous voyez qu'après, il y a d'autres émotions qui vont naître, justement. C'est pour ça qu'elles sont secondes, parce qu'elles viennent après. Et que la peur va nous faire entrer dans des états de tristesse ou de colère, au même titre que l'envie va nous faire entrer dans des états de tristesse ou de colère. Et puis après, d'autres émotions peuvent naître, honte, culpabilité, dégoût, mépris, orgueil, vanité, en compensation d'états d'envie ou d'états de peur. Du côté des émotions positives, l'admiration et la gratitude sont les 2 portes d'entrée vers la joie. Et c'est déjà comme ça qu'on peut justement, si je veux activer votre joie, il faut que je vous expose à une perfection, que je vous fasse un don. Et puis, il y a d'autres émotions qui peuvent naître, indignation, pitié. Et puis, évidemment, d'indignation et pitié, la colère et la tristesse. Là, ce que je veux, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est qu'il y a différentes formes de tristesse, il y a différentes formes de colère. Et que donc, la colère et la tristesse ne sont pas suffisantes pour pouvoir poser un diagnostic. Voilà, quelqu'un est en colère, mais il est en colère parce que
il a peur, il se sent en insécurité, ou il est en colère parce qu'il se sent humilié, infériorisé parce qu'il est envieux, ou il est en colère parce qu'il se sent indigné, il se sent victime d'une injustice. Et vous voyez, c'est déjà 3 formes de colère. Ce que vous voyez, c'est quelqu'un en colère, mais sa colère vient de l'indignation, de l'envie ou de la peur. Là, c'est là où on peut commencer à comprendre pourquoi quelqu'un est en colère et on peut essayer d'agir sur sa colère. Et c'est d'abord le même travail que vous pouvez faire en vous. Vous êtes en colère parce que vous êtes senti en insécurité, en infériorité ou injustement traité. Et évidemment, après, les émotions peuvent se mêler. On peut être indigné, mais on peut être aussi envieux. Et là, il y a un travail vraiment de lucidité à avoir vis-à-vis de soi pour savoir est-ce que je suis un vrai indigné, vraiment, je m'insurge parce que je suis victime d'une injustice, ou parce que tout simplement, je suis envieux. Et là, il y a un travail de lucidité à avoir, parce qu'évidemment, une colère d'indigné n'est pas la même que la colère d'un envieux. Et déjà, la sienne, pour la comprendre et pour pouvoir la désactiver, il va falloir savoir si on est indigné ou envieux. Et là, il va falloir se regarder dans une glace, il va falloir vraiment être en vérité avec soi-même. Du côté de la joie, vous avez des émotions qui peuvent nous amener vers la joie, mais il y a des joies saines et puis il y a des joies qui ne sont pas forcément saines. La joie du mépris ou de l'orgueil ou de la vanité, évidemment, c'est des joies, mais c'est des joies en général plus éphémères. Mais il y a des joies qui viennent de l'admiration et de la gratitude. Donc quelqu'un qui est joyeux, il peut être joyeux parce qu'il a un moment d'orgueil ou de vanité ou parce qu'il est dans l'admiration ou dans la gratitude. Donc vous voyez déjà, sur le plan de l'analyse de ses propres émotions et de celles des autres, on a une grille qui nous permet de poser plusieurs hypothèses et d'essayer de comprendre un peu plus la subtilité de la vie émotionnelle. Voilà. Donc, mais le modèle, c'est d'abord d'essayer de comprendre ses gratitudes, ses admirations, ses envies et ses peurs. Alors, une fois qu'on a identifié les états émotionnels dans lesquels on est ou dans lesquels les autres sont, quels sont les moyens dont on dispose pour agir sur ces émotions? Donc là, on va essayer d'être un peu dans le management de ces émotions, dans la gestion de ces émotions. Mais évidemment, le diagnostic est essentiel. Si on n'a pas un bon diagnostic, comme je vous disais, je vous parlais de cette personne qui croit qui se sent coupable alors qu'en fait il est plutôt sous la honte. Ou les gens qui se croient indignés alors qu'en fait ils sont pas indignés mais ils sont envieux. Évidemment, ils vont pas facilement sortir de leur colère tant qu'ils n'auront pas compris qu'ils sont pas indignés mais qu'ils sont en fait envieux. Donc le diagnostic est très important. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on a 4 voies d'action sur les émotions. On a la pensée et la parole, le comportement et le corps. Alors, le corps et la pensée, c'est 2 moyens que l'on a évidemment uniquement pour soi. C'est pour ça que je dis je pense, donc je ressens, et ce que je pense est ce que je ressens. Mes pensées m'amènent à des états émotionnels. Et si j'arrive à changer mes pensées, je vais pouvoir changer mes états émotionnels. Si je pense beaucoup de mal de vous, évidemment, à chaque fois que je pense à vous, je peux me mettre en colère. Si je n'arrive pas à changer mon regard sur vous, à changer mes jugements, c'est ce qu'apprennent les stoïciens, hein, c'est pour ça que je mentionne le stoïcisme, et ce que font les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, repenser les choses, reformuler les choses, permettent d'évacuer des émotions négatives. Donc la pensée est un moyen, mais c'est un moyen pour soi. Le corps aussi. Le corps, évidemment, en agissant sur son corps, sur ses mimiques, ses expressions corporelles, mais évidemment sa respiration, l'alimentation, le sommeil, le rire, vous voyez, je donne tout un tas d'exemples, on va pouvoir agir sur son corps. Et donc, on va pouvoir agir sur ses émotions. Et puis, on a 2 autres moyens qui fonctionnent sur soi, mais qui vont nous aider aussi à influencer les autres. C'est la parole et le comportement. C'est la parole et l'action qui agissent déjà sur nos propres émotions et qui agissent sur les émotions des autres. Donc, agir par le corps, il faut comprendre que lorsque l'on imite les mimiques, les postures et les attitudes propres à une émotion, cette émotion tend à surgir. Là, tous les comédiens le savent. J'ai un passé de comédien. Si je me mets à traîner du pied, à me voûter, si je commence à prendre une attitude de quelqu'un de triste, eh bien, je vais rentrer dans l'émotion de la tristesse. Au même titre que si je me mets à gambader, je vais commencer à retrouver une énergie positive. Donc, si vous voulez, ça c'est au niveau du corporel. Mais ne serait-ce que les mimiques induisent des émotions. On le sait maintenant, si vous souriez, vous trompez votre cerveau comprend que vous êtes joyeux et va sécréter les hormones du plaisir. Donc, sourire est effectivement déjà une thérapie, si vous voulez, une thérapie pour retrouver de la joie. Se forcer à sourire, nous permet de revenir vers la joie. Vous voyez, il y a un philosophe comme Alain le disait déjà,
un sourire nous semble peu de choses et sans effet sur l'humeur, aussi ne l'essayons-nous point. Mais la politesse, souvent, en nous tirant un sourire et la grâce d'un salut, nous change tout. Le physiologiste en sait bien la raison, car le sourire descend aussi profond que le bâillement, et de proche en proche, délie la gorge, les poumons et le cœur. Le médecin ne trouverait pas dans sa boîte à remèdes de quoi agir si promptement, si harmonieusement. Vous avez un proverbe chinois qui dit « Celui qui sourit 5 fois par jour n'a pas besoin de médecin ». Donc, c'est déjà une thérapie. Si on avait un peu plus de temps, il y a beaucoup d'études qui montrent évidemment que plus vous restez dans des états émotionnels positifs et plus votre santé reste bonne et plus vous vivez longtemps. Et en plus, le sourire, c'est aussi ce qui va ouvrir le cœur des autres. Donc, en plus, ça agit sur vous, mais ça agit sur les autres. Comme le dit Mathieu Ricard, le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. D'où le fait de sourire, c'est vraiment un médicament pour soi et un médicament pour les autres. Le rire, évidemment. Rire, c'est pour ça que quand les gens vont pas bien, ils aiment bien aller voir des spectacles comiques ou regarder des choses drôles. Le rire, évidemment, est déjà une thérapie qui nous permet de retrouver de la joie. Il y a le yoga du rire, mais il y a évidemment d'autres manières Mais se forcer à rire, et là aussi les comédiens le savent, si on se met à rire, eh bien évidemment la joie vient en surabondance. Donc, il y a les postures, les expressions corporelles. Là, je cite les travaux d'Amy Cuddy, qui a les poses de pouvoir. Si vous prenez des postures de pouvoir sur votre corps, évidemment, vous retrouvez une énergie, vous retrouvez une certaine puissance. Donc, les puissances élevées, puissances faibles, évidemment, si vous prenez les postures de puissance faible, évidemment, vous allez aller vers des émotions négatives comme la tristesse. Donc, les poses ne sont pas les mêmes selon les femmes et les hommes, mais voilà, il y a des postures qui déjà ont un effet sur notre humeur. Agir par la parole, prononcer les paroles propres à une émotion la fait surgir. Donc, ou empêche une autre émotion si on prononce une parole contraire à une émotion, on peut agir sur l'émotion inverse. C'est le principe de la méthode Coué. Si je dis j'ai pas peur de vous, vous me faites pas peur, ça agit sur ma peur parce que je me fais une autosuggestion, je me dis à moi-même je n'ai pas peur de vous, ou quand je vous dis je suis content pour vous, je suis ravi pour vous quand vous m'annoncez une nouvelle, j'essaie aussi d'exorciser mon envie. Donc ça agit aussi, on ne le pensait pas avant de l'avoir dit, mais du fait de l'avoir dit, on commence à penser ce que l'on dit. Donc je commence à penser que je suis ravi pour vous de ce qui vous arrive et je commence à évacuer l'envie qui pourrait me traverser si vous m'annoncez une bonne nouvelle. Donc agir par la parole, on agit déjà sur soi. Au même titre qu'évidemment, là, j'ai pas le temps mais vous agissez évidemment sur la parole, sur les autres par la parole. Donc, d'où l'importance de la communication, des registres de parole. Et dans le modèle Homo Emoticus et dans le livre que j'ai écrit, je fais tout un inventaire de tous les registres de parole, enfin en tout cas une bonne partie des registres de parole qui peuvent être vus comme des dons et qui peuvent susciter la gratitude, ou qui peuvent être vus comme des perfections et qui peuvent susciter l'admiration. J'aime bien ce titre du livre de Marshall Rosenberg, qui est l'inventeur de la communication non violente. Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. Et alors, on a vu agir par la pensée, avoir les pensées propres à faire surgir une émotion. Donc, évidemment, plus je pose des jugements positifs sur les choses et sur les gens, et plus, évidemment, je reviens vers des émotions positives. À l'inverse, plus je pose des jugements négatifs, et plus je vais vers des émotions négatives. Et enfin, agir par l'action. Entreprendre des actions propres à faire surgir une émotion. Si vous avez peur et que vous fuyez, vous vous mettez à courir, votre peur augmente. La meilleure manière de diminuer votre peur, c'est de faire face au danger. C'est évidemment d'employer la stratégie comportementale que l'émotion que vous essayez de diminuer vous suggère d'emprunter. Et évidemment, donc, alors au même titre que donc, si vous empruntez les stratégies comportementales qui dérivent de l'émotion, l'émotion se renforce. D'où le fait de pouvoir poser des actes forts qui vont lutter contre une émotion. Là, c'est
exactement ce que font les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, et elles font des stratégies. Vous avez tout un tas de thérapies d'exposition. On vous expose, par exemple, pour les phobies, pour lutter contre les phobies, les araignées. On va évidemment essayer de vous exposer aux araignées, c'est-à-dire donc au lieu de fuir l'araignée, d'affronter l'araignée pour pouvoir enfin vous défaire de votre phobie des araignées. Donc on agit par l'action et par une action qui va à rebours de ce que l'émotion vous induit de faire. Voilà, j'ai essayé de tenir à peu près 30 minutes. J'espère n'avoir pas été trop rapide. Voilà, je voulais vous dresser un petit panorama de ce qu'est l'intelligence émotionnelle à l'Homo Emoticus Academy, du modèle que l'on emploie et des moyens aussi que l'on essaye de mobiliser. Donc, j'en termine là pour ma présentation.